Alors, en ce mercredi 16 juin 2021, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nébesna Fortin de la Cité écologique. Bon matin, comment ça va? Bon matin, ça va très bien. Bien heureuse d'être ici. Bien, moi aussi, merci beaucoup de prendre le temps pour nous parler un peu de la Cité écologique. Vous avez tellement de projets, je te sais très occupé. Alors, parle-moi rapidement, d'abord en bref, on rentrera dans les détails après, mais c'est quoi la Cité écologique et surtout quel est son historique? Oui. Alors, l'éco-village de la Cité écologique a démarré en 84. Alors, c'est dans les plus grands et dans les plus vieux éco-villages au Québec. Mhm. L'idée de départ, c'était vraiment de se rassembler autour de l'éducation pour permettre de créer un milieu où ça serait propice que les enfants développent leur plein potentiel, dans le sens où il y aurait moins de tension, où il y aurait une meilleure cohérence entre l'école, la cellule familiale, mais aussi l'ensemble de la communauté, Mhm. pour permettre aux jeunes d'apprendre, oui, sur les pupitres des moments, mais vraiment dans les champs, dans les secteurs d'activité, même dans les activités commerciales, d'avoir vraiment une implication pour leur permettre de s'épanouir. Mhm. Mm. Et les fondateurs, ils étaient combien? Tes parents étaient là-dedans? Est-ce que c'était des enseignants qui enseignent donc aux enfants sur le site? Il y avait vraiment une équipe extrêmement diversifiée et c'est ce que je crois qui a fait que ça a fonctionné. OK. Dans le fond, vraiment l'initiateur du projet, là, celui qui avait la vision de départ, c'est Michael Deneuve, qui, lui, à l'âge de 7 ans, rêvait d'une école à laquelle il aimerait étudier. Le Mhm. rêve est vraiment parti de là, de dire, OK, comment est-ce qu'on peut vivre en nature? Comment est-ce que ça peut être intéressant et convenir à tout type d'enfants? Oui, ceux qui sont plus intellects, mais ceux qui ont une énergie plus moteur, qui ont envie de vraiment bâtir les choses et d'être vraiment dans le concret. Mhm. Puis ceux qui ont une grande intelligence émotionnelle, puis qui veulent développer ces relations-là, qui ont besoin de plus de temps aussi, peut-être. Mhm. Alors, d'arriver à répondre à tous ces besoins-là. Puis, là, Michael, c'était ça son rêve. Mais là, il dit ça prenait une terre, ça prenait une équipe. C'est un énorme projet. Ben oui. Alors, il a rencontré un couple de psychoéducateurs qui avaient une terre ici à Nord. De là, le fait qu'on est établi dans cette région. Ça, c'est le canton de l'Est à Nord. Vraiment Au entre centre du l'Estrie Québec? puis le centre du Québec, on est Oui, vraiment sur la, sur la limite. sur la ligne. Euh, Victoriaville, c'est la ville la plus proche. Là. OK. Et là, c'est ça, ça a commencé au début par un camp d'été parce qu'il fallait que ça prenne une certaine forme. Donc, il y avait une petite équipe de départ à ce moment-là et surtout des éducateurs. Mais là, après le camp d'été, les jeunes, nous autres, ils ont dit, ben, on veut continuer, là. On veut que ça Ouais. se poursuive, cette expérience-là. Et ils ont rencontré Michael pour que ça se place. Mais là, Michael, il dit, c'est impossible de faire ça tout seul, donc j'ai besoin de votre aide, les enfants. Convainquez vos parents, puis on s'assoit et on en parle. Mhm. Alors, ça a été fait assez rapidement. Ouais. Janvier 84, donc le camp d'été, c'était 83. Janvier 84, il y avait une trentaine de familles qui se rassemblaient pour bâtir les bases éducatives, là, le cadre qu'on voulait faire. Et là, à ce moment-là, il y a une grande panoplie de personnes qui ont été appelées à contribuer. Donc, soit les parents qui étaient au début, mais après ça, il y a eu des jeunes qui étaient intéressés par ça, des jeunes adultes. On est allé chercher des gens dans le domaine de la comptabilité, des avocats, des ingénieurs, des électriciens. Mhm. Moi, mon père travaille en protection de la nature, donc en aménagement paysager, en restauration des forêts. Donc, il y a vraiment des cuisiniers, des gens Ouais. de tous les domaines Ouais. Tes qui ont parents mis s'appellent l'épaule à la comment? roue. Tes parents s'appellent comment? Moi, c'est Denis et Claudine, mais moi, je l'appelle Vivian, son Ah, nom OK. de son nom Ouais. d'artiste. Puis là, c'est le fun parce que c'est la deuxième génération. Puis le but, c'est vraiment pas juste de faire des maisons écologiques, mais donc des entreprises que les gens puissent gagner leur vie là. Puis est-ce qu'il y a une école comme telle sur le site? Oui, l'idée, ça a vraiment toujours été, ça prend un village pour élever les enfants. C'est ça. Ça prend vraiment cette
cohérence-là, cette collaboration. Alors oui, l'aspect environnement, c'est sûr qu'il est rentré naturellement parce que, comme moi, mes parents, il y avait déjà ma grande sœur, donc un très jeune enfant, mais ils voulaient que ça soit un environnement sans produits chimiques. Donc, on a commencé les premières bases d'agriculture bio là, en 84. C'était pas encore full à la mode. Ouais. Je finissais mon bac en Sciences Po à l'époque. Ah oui! Mais tu sais, c'est ça, c'était très nouveau, mais l'aspect environnement était archi important parce que justement, l'école était partout. Les enfants étaient dans le jardin, ils mangeaient des carottes directement qui poussaient de la terre. Déjà 100% sans fumée, sans cigarette, ça aussi, c'était très nouveau. Avant-gardiste. Toujours là pour avoir cet environnement sain-là. Les bâtiments, c'est venu naturellement avec une certaine conception verte. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait des matériaux qui n'avaient pas fait leur preuve. On a essayé certaines choses qui ont été moins, Ah moins oui? efficaces. Comme quoi, par exemple, pas de la laine de mouton dans les murs? On a eu non, certains panneaux solaires, certains panneaux à l'eau chaude, mais qui n'étaient pas encore au point. Là. Ouais. On a eu qui ont fonctionné, par contre. Puis, par rapport aux bâtisses, ben, ce qui a été vraiment pensé, c'est de réduire l'espace. On n'avait pas besoin tous de grandes maisons parce qu'on voulait partager plus. On avait des blocs appartements. La plupart des gens habitaient, c'est ça, dans 2 gros blocs appartements qui ont été construits au début pour permettre encore là, mais que les appartements d'en haut chauffent les appartements d'en bas, puis Ben oui, c'est qu'on plus réduise écologique. le contraire. Puis les murs, éviter une grande consommation, une surconsommation de matériaux, tout ça. Et tout était vraiment dessiné pour favoriser le transport à pied. Donc, de notre logement, aller au travail, aller au jardin, aller à l'école. Parce que oui, on a une école de la maternelle à la 5e secondaire. Wow! Depuis la fin des années 80? Oui, depuis le tout début. Alors, les mamans, au début, en jeune âge, la garderie, vont se partager, puis on a eu différentes formules au fil du temps. Mais après ça, on a vraiment une école accréditée. On travaille avec la commission scolaire de notre région, donc des Bois-Francs. On offre le curriculum régulier parce qu'on passe nos examens là, à la polyvalente ou le cursus québécois. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est qu'on est dans la nature, on est des très petits groupes. Tu sais, moi, j'ai fait tout mon parcours scolaire ici. On était 6 dans ma classe. Là. Donc, Wow. on voit la matière rapidement. Et si on fait un plan de jardin en cours pour travailler la géométrie puis faire nos calculs, bien après, on va vraiment sur le terrain, accompagné de vrais professionnels en agriculture. Parce que des profs, c'est merveilleux, mais ça ne peut pas connaître tout. Ouais. Alors, d'aller rencontrer des experts de l'éco-village dans tel ou tel domaine. C'est Alors, incroyable. Ça, vous avez plusieurs experts. Il y a combien de résidents sur le site en ce moment? on est 90. Hey, c'est toute une gang, hein? Mais est-ce qu'il y a des Alors, pigistes qui viennent, des gens qui viennent de l'extérieur travailler à l'école, dans les champs, etc.? oui, on est 90 personnes, puis normalement, là, je dirais pré-COVID, on employait à peu près 90 personnes aussi. Parce que même si on a des enfants sur le site, c'est ça, il y a des gens qui font l'aller-retour, qui vont venir donner des cours. Oui, on a une prof de musique exceptionnelle qui n'est pas membre de l'éco-village, mais qui vient de temps en temps. On peut avoir des gens qui vont travailler dans l'entreprise Keops, qui est l'entreprise principale, à l'atelier de vêtements. Au jardin, on a plus des stagiaires. Donc, on fait des partenariats avec des universités, avec des cégeps. On est proche du cégep de Victo, donc on a souvent des étudiants en agriculture bio. Vous êtes gâtés. Mais il faut que je t'arrête, Oui. là. C'est extraordinaire ce que tu me racontes là, parce que le but, là, pourquoi je voulais te parler, puis ça fait longtemps que je veux venir vous rencontrer, surtout bon, mes amis André Bourassa et Michel Gaudreau sont pas loin de chez vous. OK. En fait, je viendrai peut-être, je pense, le rendez-vous des écomatériaux, je ne sais pas s'il revient, à Val-des-Sources, pour ne pas dire asbestos. En tout cas, la prochaine fois, il faut que je comprenne rendez-vous, mais raconte-moi. Moi, ça m'impressionne tellement ce que tu me racontes là, parce que
plein de gens rêvent de faire ce que vous avez fait. Donc, tout le monde veut savoir comment avez-vous fait. Et surtout au début, ben, vous avez eu toutes sortes de reportages dans les médias disant oh, ça, c'est une secte, c'est très dangereux. Ça dérangeait beaucoup. Réponds un peu d'abord, avant tout, nettoyons cette question-là, de l'aspect sectaire. Parce que si on regarde les critères d'une secte, c'est quoi? C'est tu investis ton argent, etc. On vous a souvent posé la question, j'imagine. Oui, mais tu sais, comme je vous disais tantôt, même l'agriculture biologique, à l'époque, c'était pas connu, c'était méconnu, puis c'était parfois très mal interprété. Ouais. J'ai eu la chance de travailler avec un chercheur qui a fait vraiment une recherche plus approfondie sur la cité écologique. Puis il me disait, hey, je me suis rendu compte que dans les mêmes articles de journaux que vous salissaient à l'époque, il y avait un article qui disait que l'agriculture biologique, c'était du vaudou. C'est qui le chercheur? Je veux lire son rapport. Comment il s'appelle, le chercheur? Ben, je vais vérifier si je peux le partager. OK, ben envoie-moi, j'aimerais bien voir. Ouais. Ouais. Ben là, En tout cas, ce qu'il faut que tout je ce te que je dise, veux c'est que dire. moi, j'ai écrit pendant 15 ans pour le guide ressources, que tu as peut-être connu quand OK. tu étais petite. Et on parlait de vous dans le guide ressources, un magazine santé, spiritualité, environnement, psychologie. Puis OK. un jour, j'ai fait la page frontispice avec l'agriculture biodynamique. Alors Oui. là, j'étais vraiment dans le vaudou. Ben oui, mais les gens mêlaient tout ça, puis tu sais, l'agriculture biodynamisme, c'est quand même c'est une très, très belle façon de jardiner, là. C'est scientifique, mais c'est très, très méconnu. Donc, tu sais, il y avait mille et une petites choses comme ça. C'est anodin, mais moi j'étais bébé ou poney quand c'est arrivé. Puis, il y a des parents qui racontent que, tu sais, en tout cas, mes parents étaient quand même très... Ils croyaient à ce qu'ils faisaient, puis ça prenait ça. Sinon, ça n'aurait jamais marché, là. Ça prenait Ouais. des gens extrêmement décidés, prêts Ouais. à faire vraiment des changements. Mais le noyau, Euh, au début, c'était une dizaine de personnes. Ils étaient combien? c'est monté très, très vite à 30. Oui, Ouais. merveilleux. Puis Puis, des tu sais, gens qui justement, sont engagés, qui sont restés là, parce que souvent, les projets de maisons écologiques, de villages écologiques, ça rentre puis ça sort à chaque année. Puis il y a des gens, des luttes de pouvoir, évidemment, qui peuvent. nous, franchement, c'est pas du tout ça qu'on a connu. On est très, très stable. Oui, Ça a vous même avez été été long avant chanceux. qu'on ait un plus grand virement, là. OK. Au début, il y avait énormément de visiteurs, il y avait des stagiaires, puis tout ça, mais les familles qui sont arrivées sont toutes les familles qui sont là, qui sont rendues à 2, 3 générations, c'est vraiment des gens qui sont là depuis le début. Même que la Euh, troisième génération maintenant, aujourd'hui. ouais, j'ai pas les statistiques, là, mais je dirais que c'est quasiment un 95% des gens qui sont là depuis ou qui y sont nés. Ben, c'est des gens très spéciaux. Vous étiez là pour faire avancer l'humanité si ça tout est tombé en Ben, place. tu sais, on le fait pour nous, mais oui, on le fait aussi pour que ça soit possible. Puis justement, tu sais, on partait du fait que les gens nous traitaient de secte. On était très arrêtés dans notre croyance du fait que c'était possible de vivre autrement. Puis il y avait vraiment des sceptiques qui trouvaient tous les conflits qui, malheureusement, oui, arrivent, là. C'est un défi de vivre autrement, c'est un défi de vivre ensemble. Oui, puis des Mais oui, conflits, quand on est humain, c'est normal d'en avoir. Mais est-ce que le gouvernement exactement. vous a mis des bâtons dans les roues, les divers niveaux de gouvernement? Le, le gouvernement? Les gouvernements, municipal, provincial, fédéral. Non, on a eu un très gros travail à faire avec la relation municipale parce que je pense que toute communauté qui se développe dans une petite communauté rurale est au courant que ces petites communautés rurales-là sont là depuis longtemps, ils ont eu leurs grands défis, il y en a qui ont peur du nouveau, ce qui était un petit peu notre cas. Puis, tu sais, nous, il faut se mettre en contexte quand même, là. Il y a 700 personnes à peu près au village. Nous, on est arrivés 100 personnes de l'extérieur. Il y avait juste 2 Amenordois OK, ouais. de l'extérieur qui se sont établis. Fait que, tu sais, L'invasion. ça créait... tu sais, les gens n'étaient pas... Il y avait des craintes là, à ce niveau-là.
c'est qui eux autres? C'est des hippies dans le fond du rang, mais ils font des affaires. Il y avait beaucoup d'incompréhension, là. Donc, il y a eu un très bon travail qui a été fait de la part des pionniers. Moi, je trouve ça exceptionnel parce que j'ai vu d'autres communautés, puis je me suis rendu compte comment c'était important de bâtir ce lien-là avec la municipalité. Ne serait-ce que dans des choses anodines, c'est quand on a construit notre centre communautaire, les matériaux au village coûtaient 10 plus cher que si on allait dans la ville de la région. Ben, on les a pris au village pour faire rouler les commerces locaux. Puis on fait l'effort de prendre notre essence au village, puis d'aller à l'épicerie pareil, même si c'est... Maintenant, il commence à avoir plus de bio. Donc, de sentir qu'on peut servir, puis on peut laisser le village vivre. Là. Tu sais, même à un moment donné, on a eu une discussion en assemblée des membres, se dire, OK, ben, on va laisser les gens du village d'Amenor voter, puis on va supporter peu importe le maire qui est là, parce que c'était un des éléments qui nous était reproché. C'était, ben, si vous vous mêlez de la politique municipale, vous allez changer, mais vous n'êtes pas vraiment des gens de la place. Puis, on a notre gouvernance sur place. Mais oui, on fait partie de la municipalité d'Amenor, c'est nos élus, c'est notre maire. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec ces gens-là pour s'assurer que ça fonctionne bien et qu'on les aide? Et aujourd'hui, cette relation-là est très, très belle. Puis, dans leur pamphlet de promotion du village d'Amenor, c'est Amenor brillé par sa vitalité. Puis, il y a toute une liste d'activités offertes, dont la cité écologique, un éco-village de 84. Donc, oui, c'est un ouais. attrait pour Amenor, c'est sûr. Quand tu dis que vous les laissiez voter, ça veut dire que vous ne votiez pas aux élections municipales au début? Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait avec mes parents, mais je sais que mes parents ils me racontaient une jase qu'ils avaient eue avec le maire pour dire on va encourager celui qui est là. On n'influencera pas le vote, parce que si nous, on décide tous de se mettre pour telle vous ou n'êtes pas telle là pour personne, chambarder, là, puis vous vouliez non, c'est soutenir ça. les gens. Vous avez fait On preuve ne voulait de pas bonne se foi. mêler, c'est ça, de la politique locale, mais plutôt accompagner ceux qui sont présents. OK. Parle-moi de quelles sont vos plus grandes réalisations? Ben, je dirais le fait qu'on a autant de jeunes qui sont restés sur place. Ah oui, ils ne sont pas partis en ville. C'est 60% des enfants qui sont nés ici qui ont continué à s'impliquer dans l'éco-village, qui aujourd'hui ont leur famille. Je suis très ému quand tu me racontes ça. Moi, bravo. J'ai pas vu ça à beaucoup d'autres communautés. Moi, je n'ai visité 35 à peu près. Ouais. Puis c'est un grand défi de passer le flambeau, là, parce que le démarrage, c'est très complexe, mais vraiment de passer le cap du 30 ans, là, puis que les jeunes soient intéressés, accueillis dans leurs nouvelles idées, tout en respectant les idéaux de départ, les pionniers, en reconnaissant le travail que les gens plus âgés ont fait. Et en même temps, les pionniers ont permis aux jeunes de prendre la relève. Tout à fait. Ont accepté de nous faire de la place. Ouais. Disons que le visionnaire du projet, Michael, il a beaucoup aidé à ça parce que comme dans l'idée, c'était vraiment de bâtir une école pour les jeunes, bien, quand ces jeunes-là arrivaient ados, lui, c'est un pédagogue, là. C'est vraiment un enseignant. Il aime ça, coacher les jeunes, les aider à dépasser leurs limites. Est-ce qu'il est toujours là aujourd'hui? Il est toujours présent. On a une deuxième cité écologique au New Hampshire. Donc, il a été impliqué beaucoup là-bas dans le départ. Mais il est toujours consultant. Moi, je pense qu'il a vraiment réussi à donner l'exemple parce que ça, c'est dans les grands défis de beaucoup de communautés. Il y a l'équipe de départ, mais souvent, la personne qui a eu l'idée ou tout ça va plus s'attacher un peu à son rôle. Il y a le risque du power trip. Oui, le fait que lui, je l'ai fait pour vous autres, donc prenez votre place. Moi, je suis rentrée sur le conseil d'administration à 18 ans. Aujourd'hui, la personne la plus âgée sur le conseil d'administration a 47 ans. Donc, elle est arrivée en jeune âge à la cité écologique. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment cette continuité-là, le fait que c'était pour les jeunes, ça a été plus facile de transférer
pour les jeunes. Ouais. Tout le monde a respecté cette mission-là de base. Mais je trouve ça génial parce qu'on dit toujours que le gazon est plus vert chez le voisin, puis on parle de Findhorn et d'autres éco-villages Oui, qui ont eu des gros défis. Ça n'a pas été énorme. rose-rose à Findhorn, entre autres. Euh, les entreprises, pour moi, Mm. que vous puissiez travailler là, je trouve ça extraordinaire. Par moi, les entreprises, c'est ça, il y en a au New Hampshire aussi, hein, ou la même Oui, ben ça, violence. c'est l'autre gros succès, je pense, de la place. C'est vraiment le fait que tout le monde puisse travailler sur place. Et bien au-delà de ça, moi, ce que je pense, c'est qu'on soit capable de vivre de façon qui est le plus possible en cohérence avec nos valeurs. Le fait que c'est nos entreprises, le fait que c'est nos entrepreneurs, mais c'est vraiment intéressant de voir, par le partage d'écran, justement, on a la liste des entreprises, là. Euh, Ça nous permet de travailler en appliquant les valeurs de l'éco-village. Et c'est ça que je trouve formidable parce qu'encore là, c'est comme à Findhorn, je sais que c'est un des grands défis. Moi, j'ai passé 5 semaines là-bas, puis il y avait des gens qui me le disaient, ils disaient, ouais, on adore ça, puis c'est exceptionnel au niveau des bâtiments, le traitement d'eau usée, ils ont leur énergie solaire, puis tout ça, leur énergie éolienne aussi. Mais la plupart font l'aller-retour en ville pendant la journée Ah euh, ouais. pour aller travailler ailleurs. Et ça, je trouve ça dommage, autant pour le déplacement que pour le fait qu'on n'est pas toujours capable de trouver des entreprises qui reflètent les valeurs d'une communauté. Et là, en les démarrant sur place, ici, justement, vous avez la liste, là. Donc, Keops qui fait des produits cadeaux, mais ça peut employer des artistes sur place. Mais tu sais, le fait que ce soit nos entreprises, c'est encore beaucoup plus grand que ça. C'est que oui, on a l'atelier, mais on a tous les bureaux, les vendeurs sur la route, celle qui prend les photos puis qui fait les catalogues, c'est une de mes amies, on a fait l'école ensemble. Mais tu sais, elle peut vraiment pousser sa carrière de photographe ou quelqu'un de designer en site web, puis le faire sur le site. Alors ça, je pense que ça l'a énormément aidé au fait qu'autant de jeunes restent impliqués parce qu'on peut explorer différentes avenues. Moi, je dis souvent, j'adore produire ma nourriture, je trouve ça tellement enrichissant, mais j'en ferai pas mon métier. Ah, mais j'allais te demander justement, est-ce que c'est la ferme école au début qui a été comme le pôle d'attraction qui a permis à la communauté de grandir du point de vue économique, entre autres? Ça a été le point de départ? Pas tant. L'agriculture bio, c'est une vocation, hein? C'est pas nécessairement une vache à lait exceptionnelle. Non, ouais. Au début, dans les premières entreprises qu'on a fait, il y avait de la transformation. Qui ça nous a aidé beaucoup à rentrer sur les marchés d'alimentation locale. Oui, on vendait les légumes, mais on vendait vraiment du prêt à manger. Puis, on avait un restaurant. Donc, c'était quand même relié là, au volet agricole, de l'écotourisme. Mais c'est sûr qu'en faisant faillite et en ayant la campagne de salissage au début, ça, c'était plus une avenue pour nous. Là. La C'était pas ferme a fait possible. faillite? Ben, la plupart des entreprises de l'éco-village, les produits de prêt-à-manger, le restaurant, tout ça, Tout est parce que tombé. c'était relié au tourisme et mauvaise presse égale plus de tourisme, plus de OK. partenaires. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu remonter tout ça? On a parti à une entreprise de vêtements. On a cousu des milliers de boxeurs sur place Ouais. dans, vous voyez la petite bâtisse avec le toit bleu, là? Ouais. Ça, c'est notre atelier. C'est ce qui nous Ah, a ben, permis de ressortir la tête de l'eau. Puis personne ne savait, pas celle-là, ça c'est les bâtiments, mais en avant. les logements, celle-là, oui. OK. Alors, c'est ça, les gens ne savaient pas que c'était fait ici. On avait un bon lien avec un entrepreneur de Anne-Nord qui lui faisait des vêtements, M. Couture. Et Couture. ben là, heureusement, on a pu, oui, on a pu sortir la tête de l'eau avec ça. Puis, par la suite, c'est l'entreprise Keops qui a vraiment pris de plus en plus de place. Ça, c'est des produits cadeaux. Là, on a vraiment créé notre propre ligne. Mais tiens, maintenant, on a des jeunes qui ont grandi ici, qui ont parti leur propre entreprise, comme du recyclage de palettes, de la soudure Ouais, les d'équipements palettes. agricoles, des installations solaires.
Donc, c'est quand même très, très, très varié, là. Mm. C'est génial. Oui, ce jeune homme-là, là, il est arrivé à 4 ans, je pense. Ah ouais, Steve, Oui, aujourd'hui, il a ses enfants sur le site. Mm. cool. Parlons du défi, justement, au niveau de l'humain, des communications, vous donnez des formations. Moi, humblement, ce que j'ai vu depuis 20 ans, que je suis de loin, les projets des maisons écologiques, des villages écologiques, c'est toujours la chicane et puis les problèmes Mm. financiers qui fait que ça tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut du point de vue, ça prend de la bonne foi, hein? Il n'était pas très gourou, Michael, pour vous laisser les rênes comme ça, hein? Non, vraiment pas. Ça prend un très grand détachement. Ouais. Euh, un très grand détachement, puis la communication, c'est l'élément de base, là, le défi. Avec une vision claire, vraiment un élément rassembleur, de toujours revenir à la priorité de on veut le faire pour les générations futures, on veut qu'il y ait de la place, on veut les accompagner, on veut leur permettre de développer leurs projets. Ça l'aide à laisser de côté une partie de l'ego, tu sais. Et ça, c'est un énorme défi, tu sais. Plus on devient autonome émotionnellement, plus on apprend à se connaître, plus on fait de développement personnel, plus on se remet en question, plus personnellement on a des saines relations avec nous-mêmes, plus on va être capable de cultiver une belle relation harmonieuse autour de nous. Mhm. Alors, on a des valeurs en commun sur lesquelles on revient, qui est vraiment le respect de la différence, le respect de l'environnement, le respect de nous-mêmes, le respect des autres. On a l'harmonie qui, elle, nous aide énormément. La On revient recherche de toujours à l'harmonie. ça, tu sais. Même si, parce qu'on est 90, fait qu'on est des gens différents, là. On se rassemble Ouais. autour d'objectifs communs, mais on est vraiment très uniques les uns et les autres. Ben ouais. Donc, il y a toujours un moment où il faut se dire, OK, ben pour l'harmonie du groupe, ou jusqu'où moi je suis à l'aise à, OK, dire, ben je vais m'ajuster. Des fois, on aurait peut-être des décisions plus écologiques à prendre. Là, ça dépend du point de vue, mais mettons, moi, Ben personnellement, oui, on peut je chicaner dirais, ah, longtemps ça, là-dessus. j'aimerais. Pardon? On peut chicaner longtemps là-dessus sur les valeurs écologiques, les Oui, autres. ben, c'est parce qu'on a toutes des façons différentes de le faire. Puis, en plus, il y a l'idée de l'environnement, mais il y a notre concret, là, puis on veut que ça soit vraiment durable. Donc, Mm. on veut faire de la place à des jeunes pour expérimenter différentes choses. On veut Donne-moi un investir aussi. exemple. Donne-moi un exemple d'un projet écologique là, qui a été négocié. OK, ben mettons, je vais faire par rapport pas juste à l'écologie, mais justement, quand je vous disais l'élément rassembleur, pourquoi c'est important qu'on dit priorité à l'éducation? À un moment donné, on a eu quelqu'un dans la communauté qui avait il a reçu un héritage puis il a dit je veux le donner à un projet communautaire. Fait que là, nous, on fait toutes nos décisions en assemblée des membres. Euh, on, en- on cible un grand projet en assemblée des membres, puis après ça, on a des cercles qui travaillent dans le détail. Fait que le cercle de l'agriculture, ben, on pourrait acheter tel équipement agricole, justement, on veut expandre. Il y avait quelqu'un qui avait un projet de panneaux solaires qui voulait vraiment qu'on travaille sur des énergies alternatives. Tout le monde avait des beaux projets, quoi. Oui, il y avait l'équipe des finances qui disait ah ben on pourrait payer telle dette, ça nous permettrait d'être plus lousse. Tout le Ouais, monde tire un peu de son côté. ouais, C'est normal, c'est c'est ça. diversifié, puis tout le monde a son chapeau puis son rôle. Et là, ben, il y a des jeunes, dont j'en faisais partie, qui ont dit ben nous, c'est la fin de notre secondaire, on aimerait ça partir en voyage, on veut faire une tournée d'éco-communauté en Europe. Euh, après ça, on rentre dans les secteurs, puis on va se trouver une place, on va se trouver une carrière, mais on aimerait ça voyager. Ben, l'argent est allé où? Les jeunes ont gagné. Ben oui, parce que la priorité, l'élément rassembleur, c'est ça. Donc, on a dit, nous excluant, étant trop jeunes, mais nos parents, les pionniers, ceux qui ont démarré, on dit, ben c'est les jeunes. Si on investit sur ces jeunes-là,
ils vont s'investir dans la communauté après. Ouais. Et dans mon cas, moi, c'est probablement pour ça que je vous parle aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment eu la piqûre, là. J'ai rencontré des communautés, là, j'ai fait « Ah, wow, ça, c'est génial! Ah, ça, j'aime moins ça! Ah, ça m'a permis d'aimer beaucoup plus et d'avoir plus de reconnaissance pour l'endroit où j'ai grandi. » Ah, c'est merveilleux. Mais c'est ça, après ça, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui reste, puis c'est normal, là. C'est très Ouais. normal. Je pense que c'est ce qui montre que justement, c'est ouvert, puis ça bouge. Mais cet investissement-là d'argent qui aurait pu aller sur des panneaux solaires, sur une construction plus écologique, on investit plutôt sur l'humain qui, après ça, ben, aujourd'hui, le temps nous montre que ça donne raison parce que les gens, les jeunes, plus ils ont ce sentiment-là d'appartenance, plus ils se Ouais. sentent connectés, plus ils se sentent supportés, plus ils vont être prêts de mettre leur créativité au service de l'ensemble. Puis après ça, ben aujourd'hui, moi, je suis rendue à 30 ans, là, fait que je ne suis plus la jeune. Là. Il y a les générations après, puis notre prochain défi, ça va être la troisième génération. Là. Ouais. Ça va être de s'adapter à cette réalité-là. Là. Mm. Puis est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants dont vous étiez, leurs besoins, leurs priorités, leurs valeurs? Ouais. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui. On partait de cette question-là du facteur humain, du défi Mhm. de vivre ensemble. Plus les enfants apprennent en bas âge à partager, à bien s'exprimer, à gérer leurs conflits, à faire l'harmonie avec les gens qui les entourent, plus c'est facile. T'sais, déjà, moi, je vois une différence avec mes parents qui ont travaillé vraiment fort pour ça. Ouais. Moi, c'est plus inné. Puis là, les prochaines générations, c'est encore plus naturel. Il y a quand même... là, ils sont très, très jeunes, là, mais dans les autres un peu plus vieux, il y a un retour un peu comme on le voit dans l'ensemble du Québec actuellement, là, un retour encore plus vers l'autonomie. Je dirais que nos parents, c'était beaucoup ça. Après ça, la génération juste un petit peu plus vieille que moi, il y a eu beaucoup d'entrepreneuriat, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont parti leur entreprise. Puis là, ceux qui sont dans début vingtaine, pardon, sont beaucoup plus vers ça, l'autonomie. Là. Il y en a un qui est en train de se former pour faire du fromage. Il y en a une qui Alimentaire et est ferme. énergétique, Oui, autonomie, tous les points de ouais, vue. exactement. Puis dis-moi un peu la prise de décision, comment elle se fait? C'est quoi la sociocratie? Oui, nous, on est un peu inspiré de la sociocratie. Quelqu'un qui fait vraiment de la sociocratie nous dirait c'est pas ça qu'on fait. OK? Faut être Mais dans le flexible. fond, on fonctionne avec l'Assemblée des membres où on s'assure que les décisions, les enlignements généraux vont être pris là. Exemple, justement, le projet de ferme qu'on a commencé il y a quelques années. On veut avoir un 80-90 des membres de la communauté qui disent oui, on trouve que cette proposition-là est intéressante. Et donc là, vous Alors, tenez compte des inquiétudes, c'est discuté longuement pour y arriver. oui, vraiment. Dans le fond, ça commence souvent par une petite équipe qui a une idée ou une personne qui a un projet. Là, il l'amène à une première assemblée des membres à laquelle on fait questions-réponses. Très ouverte. Et on ne vote pas du tout, on n'est pas rendu là. On fait juste dire, OK, ben, telle personne a telle préoccupation, tous les points, tous les problèmes sont soulevés. Mhm. Puis, une équipe va être formée pour mastiquer la proposition, très clairement. Alors là, une fois qu'on dit, OK, je pense qu'on a fait le tour de la question pour l'instant, on crée un nouveau cercle. Alors, de l'Assemblée des membres se crée une petite équipe qui, eux autres, partent avec le mandat. Oui, on est intéressé à avoir une ferme. Là, ils vont regarder le terrain, les ententes avec les propriétaires actuels, si c'est commercial, pas commercial, etc. Le financement, ils vont faire un petit budget. Euh, préférément 3 budgets, plan A, B, C. Ah oui, OK, c'est sage. Oui. Puis, donc, il va y avoir une
consultation qui va être faite à ce moment-là. Là, ils vont élaborer une vraie proposition. Fait qu'une proposition officielle, pour nous, ça prend le budget, une ligne de temps, une équipe de suivi, des rétroactions si besoin. T'sais, comment est-ce qu'on va s'assurer que ça fonctionne? Et là, vous peaufinez, vous adaptez jusqu'à ce que 80% des gens soient d'accord. Oui. Dans cet exemple-là, la proposition est arrivée en Assemblée des membres comportant ces points-là. Mais là, on s'est dit, en Assemblée des membres, ça ne l'a pas passé. Les gens disaient, oui, on aime ça, mais on trouve que le porteur de projet n'est pas assez formé. Puis, on trouve qu'il n'y a pas assez une grosse équipe. Si ce porteur-là de projet, il n'est pas là ou il veut prendre des vacances, parce que les animaux, c'est sans arrêt, ça nous prend 3 autres personnes qui sont prêtes à dire, moi, si besoin, je vais y aller. Donc, dans ce cas-là, on a aidé le porteur de projet à aller faire un stage, à se former, à bien apprendre sur une autre ferme. Puis, ça leur a repris 6 mois avant qu'il y ait vraiment une équipe qui dise oui, oui, nous aussi, on est intéressés. Et là, quand ça l'a passé au vote, une deuxième fois, on a eu, je pense, 98%. Wow. Fait que là, tout le monde était comme go. Fait que c'est long, mais c'est long. Combien de J'ai vu semaines? des communautés que ça peut être beaucoup plus long que ça. Oui, oui, les villes. C'est un très gros projet, là, mais ça a pris 3 ans. OK. Mais entre-temps, on s'est formé puis on a développé. Mais une fois qu'on a dit go, en 6 mois, la ferme était là, les animaux étaient arrivés. C'est la force d'avoir un groupe, mais quand même pas trop gros. Ça bouge plus vite qu'une bureaucratie. Ouais. Extraordinaire. Dis-moi, dans vos formations, on a beaucoup sur l'agriculture, sur tout ce qui est communication. Est-ce que vous en avez sur les maisons écologiques? Les maisons écologiques, nous, on travaille vraiment avec Solutions RH. Okay. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de se spécialiser là-dedans ou de partager l'info vu qu'ils ont vraiment tout. Ouais, donc, d'ailleurs, moi, je donne un atelier dans la formation de Solutions RH. Oui, on est profs tous les deux, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, on travaille avec eux là, pour les dernières maisons. On a regardé des choses. Là, on va avoir une construction avec isolation en chambre. C'est sûr que le code du bâtiment dans notre municipalité, c'est quand même... c'est encore à développer. Là. Si on change de municipalité, qu'on s'en va juste chez nos voisins de Saint-Adrien, c'est beaucoup plus axé sur le développement durable. Saint-Adrien est très avant-gardiste, effectivement. Mais vous faites partie de la MRC des sources. Le programme Victoriaville, Habitation durable, vous ne faites pas partie? Victoriaville, oui, Victoriaville. Oui, vous faites partie. À Nord, mettons, comme là, on a eu la possibilité de construire des nouvelles maisons. Ils nous exigeaient des maisons unifamiliales, orientation vers le chemin. OK. Puis on a réussi, là, ça faisait 3 ans qu'on travaillait là-dessus. Ouais. Là, on a orientation solaire passive puis des bigénérationnels. Bravo! Mais l'isolation, faut que ça soit très conventionnel. C'est pas. Il vous empêche de mettre du chanvre? Il ne vous empêche pas de mettre du chanvre? Pas du chanvre, mais genre des maisons en paille, ça ne fonctionne pas ici. Ah, ils refuseraient? Ben, je suis prêt à vous soutenir de ce côté-là pour les convaincre. Quand c'est bien fait. Oui, exactement. Il faut que votre comité d'urbanisme doit savoir qu'en France, en Europe, il y a plein de bâtiments publics, des écoles isolées à la paille, des bâtiments municipaux. Et il y a, comment est-ce qu'ils l'appellent? Ça a été écrit par des architectes, des ingénieurs, le guide là, de construction avec la technique québécoise, entre autres, du grève. Hein? Donc, c'est vrai que ça fait peur, la paille, parce que beaucoup de gens sont cassés la gueule. Il ne faut pas que les gens se mettent là-dedans. Mais quand tu dis qu'il y a des bâtiments publics en Europe isolés à la paille, il n'y a pas de raison. Au contraire, toutes les raisons sont là pour isoler à la paille. Il y a tellement d'avantages. Quand c'est bien fait, sous supervision professionnelle, quand même, un encadrement. Là. Oui, exactement. Mais c'est comme toutes les communautés, hein? Plus il y a des expériences négatives, plus l'opinion publique devient frileux. Ouais. Mais quand on arrive à bien faire les choses, puis montrer, puis nous, ça, c'est super important avec la municipalité, bien, on dit, regarde, nous, ça, c'est important pour nous, OK, on négocie, mais de laisser le temps aussi à ce que la mentalité change, puis s'adapte à ça, puis de vraiment plus y aller comme on travaille avec des partenaires.
Ça va venir. Moi, je suis vraiment convaincue, là. Mais je suis allée visiter quartier Vauban, à Fribourg, en Allemagne, là. Ah oui. C'est ça, Non, les constructions, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, là. on est loin. Mais moi, je dis toujours, on est 20 ans derrière les Français, puis les Français sont 20 ans derrière les Allemands. Si tu Ouais. connais le réseau français de la construction paille, c'est là qu'on va trouver, je crois, le fameux guide de OK. construction. Les règles professionnelles, voici. Tu vois ce que ça affiche? Le code du bâtiment. Non, c'est les règles professionnelles de construction en paille, OK. approuvées en 2011 par la Commission prévention produits, organe de l'Agence qualité construction de la France. Là. C'est national, c'est reconnu, c'est du solide. Donc, puis on a des experts au Québec, mais il n'y a pas assez de demandes. Ça prend de la demande. C'est un peu comme en France, ce qui me frustre, c'est qu'ici, on ne peut pas faire de chantier participatif Mhm. comme en France, à moins de faire de l'autoconstruction, mais la Commission de la construction au Québec est là pour une raison, quand même, veiller à la qualité des constructions et tout ça, la compétence des gens. Mais on n'encourage pas du tout les artisans et c'est vraiment triste. Et comme je te dis, on a 20 ans de retard, sur, en tout cas, au moins 10 ans, beaucoup plus que 10 ans que la France. Avant d'adopter, là, en 2011, la règle professionnelle, ça faisait probablement 10 ans Plusieurs qu'ils années, c'était rendu courant. professionnalisaient. Oui, oui, mais c'est les Québécois du Grèbe qui sont allés Oui. leur parler de leur technique à double ossature, en tout cas, longue histoire. Mais d'accord. Si on on revient un peu à nos moulins. Euh, le temps file, je vois qu'il est moins quart. On est un peu pressé. Quel message tu aimerais envoyer aux gens, évidemment, à venir vous visiter? Vos stages vont reprendre là, en juillet, vous en avez? C'est ça, on offre une formation en développement de communautés durables, donc le cours Oui. EDE, juste en dessous de ça. Là. C'est lequel ici, Le celui-là? cours, Ouais. le premier, oui. Ouais. Donc, normalement, ce qu'on souhaite, c'est 1 mois en immersion dans un éco-village. C'est un cours qui est écrit par le Réseau international des éco-villages, GEN, Global Eco-Village Network. Et là, avec la COVID l'année passée, on l'a adapté en ligne. Donc, on l'a offert au printemps 2020, au printemps 2021. Puis là, il y aurait la possibilité de le refaire du 3 au 19 juillet. En ligne, Sinon, OK. ben, moi, j'espère l'année prochaine, les doigts croisés, qu'on va le refaire en immersion sur place. En Sinon, personne. on a un programme. Pardon? En personne. En personne, oui. Pour mettre la main à la pâte et vraiment aller dans les jardins, vraiment le vivre. C'est plus facile d'apprendre le vivre ensemble en vivant ensemble. Oui. Mais bon, Je voulais dire en présence, pour ne pas dire en présentiel, un mot que je déteste, en présence. en présence. Ouais. Ah, mais Mais c'est génial. sinon, moi, au-delà de visiter la cité écologique, moi, je vous encourage à développer votre communauté autour de vous. Je pense que la cité peut servir d'inspiration. Il y a des gens qui nous disent ben, c'est ben trop gros, mais j'espère qu'on peut vous inspirer sans vous dire qu'on crée ça nécessairement, que vous créez ça chez vous, mais de connecter avec les gens qui nous entourent, d'oser marcher dans la direction de nos rêves plus écologiques, plus communautaires. Ça, c'est la plus belle leçon qu'on a en communauté. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en communauté, on le fait entouré de gens qui partagent ce rêve-là. Donc, c'est plus enrichissant, c'est plus valorisant, c'est plus encourageant parce qu'on voit les choses avancer. Mais moi, je vous suggère, c'est ça, de trouver des amis, d'avoir la chance d'en parler, de visiter différents projets parce que c'est pas parce que un ne vous convient pas que l'autre ne vous inspirera pas. Il y en avait à visiter au Québec, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Quels sont les éco-villages que tu recommandes qu'il faut vraiment visiter? Oui. Moi, j'ai plus voyagé à l'international qu'au Québec. Je Ouais. suis vraiment due, là, je m'en vais à l'Habitat de l'Être très bientôt pour les vivants en éco-communauté. C'est où ça? Dans les Laurentines, à Rodden. L'habitat de Light? Oui. Comment tu écris ça? Je vais vous l'envoyer pour qu'on le mette dans la description du vidéo. C'est à côté de chez nous, puis je ne les connais même pas. Ah oui! En tout cas, ils reçoivent une formation Vivons en éco-communauté.
qui, OK. d'ailleurs, l'organisatrice principale, Stéphanie Ginaud, a suivi la formation en développement de communauté, EDE, en 2015, première cohorte. Fait Cool. que là, je vais la voir pour cet événement-là. Nous, on a travaillé avec Terre de la Réunion, dans les OK. Laurentides encore, Ouais, le Cohabitat du Mont Otis, ouais, l'autre bord de Québec. Je ne me rappelle plus de la municipalité. ouais. Dans notre coin, il y a l'éco-hameau des Bernaches, mais normalement, j'y vais cet été. Je ne suis pas encore allée. Il y a quand même un beau répertoire là, sur Internet qui peut être retrouvé pour les projets au Québec. Puis Stéphanie, Oh, ils ont un site web. Stéphanie Junot, c'est Habitat de l'Être, tu dis? elle, Stéphanie Junot, est au Cohabitat du Mont Otis, mais Oui, elle fait une OK. formation à l'habitat de l'être. Euh, Ces informations-là sont disponibles sur le groupe Facebook Futur Éco-Village. Et il y a l'Atrium qui sont en train d'écrire un répertoire là, OK. de l'apprentissage, le réseau d'apprentissage. OK. Ben, envoie-moi des liens, je mettrai ça avec la vidéo. Oui, ben Puis, oui. écoute, Au, ouais, au vas-y. Québec, moi, je suis allée à OUR, Our United Resources, au BC. C'est vraiment une belle place. Euh, Yarrow Eco-Village, encore en Colombie-Britannique. Une très belle communauté co-housing. C'est quand même une grosse équipe, c'est intéressant à voir. Aux États-Unis, de Farm, qui je pense est Ouais, plus riche à découvrir de par son histoire que peut-être aujourd'hui où ils en sont, mais quand même, c'est une belle place à aller. on en a Le parlé il y a Training plusieurs Center. années. Ils ont de la difficulté Ouais. aujourd'hui, tu dis? Non, mais ils ne sont pas au sommet de leurs activités. Mais ils ont quand même un centre de formation en éco-village qui est intéressant. Ils ont de très belles constructions, très bel endroit à voir pour ceux qui aiment les constructions Ouais. écologiques. C'est sûr que Finhorn c'est un incontournable. Ça, c'est en Écosse, hein, Finhorn. En Écosse, oui. Puis The Farm, c'est pas au Tennessee, je The pense, c'est Farm, dans le c'est au sud. Tennessee. Ouais, Twin Oaks, Twin qui, Oaks. à mon avis, c'est un endroit vraiment à visiter dans le sens qu'ils sont une communauté à partage de revenus. C'est dans les plus grosses communautés qui roulent des entreprises avec aucune planification de temps ou un rôle spécifique. Les gens ont un nombre d'heures à donner par OK. semaine, mais ils choisissent dans quelle entreprise ils vont ou s'ils font des jardins. Ah, C'est c'est bien le fun. assez unique comme Ouais. Ça, c'est fonctionnement. où, sur la côte ouest? Euh, c'est Twin Oaks, en Ben, Caroline. OK. Ah, ben, C'est tu sur la côte m'enverras des est. liens, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Là, j'oublie, mais oui. Belle Ouais. place à visiter. Mm. Ben, je trouve ça vraiment le fun. Je te remercie. Je vois que le temps file, mais je t'écoute parler, puis je regarde ton sourire et puis tu m'inspires parce que j'ai compris la clé chez vous. Ce ne serait pas l'amour des enfants qui Mm. fait votre succès. Ouais. Qui Des fait que générations futures. Lego Stars, parce que Lego va arriver, il va entrer en jeu tôt ou tard. Il est là, Lego, c'est correct. On Il doit est avoir, là. On est humain. on a Il besoin nous d'un suit. Lego. Mais donc, le bien-être, Ouais. l'harmonie de la communauté et des générations futures, hein. Mm. Mais mettre notre ego au service Oui, de cette cause-là, c'est merveilleux. oui, Lego a plein de force à Mm. partager, effectivement. Né Besna, c'est le fun. Dis-moi, tu as étudié dans quel domaine à part faire le tour des écovillages? C'est pas mal ça. J'ai fait ma formation avec le Réseau international des écovillages, mais je me passionne de sociologie, d'environnement. C'est OK. très varié. Tu n'as pas eu besoin d'aller au cégep à l'université? Tu es allé au cégep? Non, Même pas? non, vraiment, je l'ai fait sur place et en accompagnant des chercheurs dans tous les domaines. Alors ça, moi, ça me convient super bien. Oui. J'adore en politique, sociologie, géographie. Je suis convaincu que tu as une formation plus étoffée que beaucoup de gens qui ont des maîtrises. Je ne vais pas parler de doctorat, là, mais tu es tombé dans la potion magique toute petite, quoi. Ouais, fait, les certifications faites en éco-village. C'est génial.
Écoute, je t'embrasse, je te remercie, puis j'ai très hâte de venir vous rencontrer. Je ne sais pas si ça va être cette année, sinon je me le promets pour l'an prochain. C'est parfait. Merci beaucoup, André. Merci à toi, Nebeshna. Au plaisir. Mon plaisir.